Et salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister, comme chaque semaine pour la grande vidéo, la grosse vidéo de la semaine. Et eh bien, cette semaine, ce sera consacré à Donjons et Dragons 3 et 3.5 que voici. Voilà, je veux faire des vues, donc je parle de jeux qui vont intéresser les gens, où il y a le mot Donjons et Dragons dedans, parce que c'est très important qu'il y ait ces deux mots-là pour que les gens regardent la vidéo. Et je le sais bien. Mais malgré tout, voilà, je vais vous donner mon impression sur cette gamme. Donc je n'ai pas toute la gamme Donjons et Dragons 3 et 3.5, c'est je pense quasiment impossible, puisque voilà, c'est tout de même un jeu déjà qui date de 22 ans maintenant, qui avait fait une petite révolution à l'époque, en son temps, et qui nous avait donné enfin l'édition, on va dire, quelque peu, du moins le croyait-on au début, stable et unifié, et surtout qui avait apporté un concept nouveau, qui était donc le concept de la licence libre, l'OGL, pardon, donc Open Game License, qui permettait à des éditeurs tiers de reprendre la base du système de jeu et de développer leurs propres univers et leur propre, on va dire, matériel en parallèle. Ce qui veut dire que donc en dehors des livres de base qui sont proposés par cette gamme, donc c'est les mêmes, on va être sur le même triptyque, on va dire mythique, qui était donc le Player's Handbook, le Dungeon Master Guide et donc le Monster Manual. Eh ben, il va y avoir déjà plein de suppléments de règles divers et variés, qui vont rajouter, on va dire, pléthore de choses. Ça va s'empiler, on va dire, comme les couches d'un millefeuille, et à la fin, bah, ça va finir par s'effondrer. Et il y a également, on va dire, donc des suppléments faits par donc des éditeurs tiers, qui eux donc vont développer leurs scénarios, leurs univers, leurs aussi, on va dire, suppléments de règles, et bah, ça va faire, on va dire, certes une offre énorme, mais aussi ça va, on va dire, faire du jeu une usine à gaz, qui concrètement, on va dire, à part être un spécialiste de la chose, et j'en ai connu, ben, on peut dire que concrètement on est face à quelque chose d'un peu, voilà, le millefeuille c'est bon, mais l'avaler d'un coup c'est un peu étouffant, quoi. Faut le faire, on va dire, couche par couche, petite cuillère par petite cuillère, sinon on va dire on a vite, on va dire, un problème, déjà voilà, de risque d'étouffement, et aussi l'estomac, à mon avis, il va pas trop supporter. Ben, c'est comme ça, moi je pense, en tout cas c'est mon avis personnel, avec donc Donjons et Dragons 3. Certes, on a un système, on va dire, qui tient enfin la route, qui est donc unifié, voilà, on n'utilise plus, on va dire, pour le système de résolution que le D20, mais donc, et puis d'autres dés évidemment pour les dégâts, voilà, mais au moins on a un système avec une résolution unique. Mais malgré tout, ben, y a plein de choses qui sont sur le papier, on va dire, extrêmement intéressantes, mais quand on les met bout à bout, finissent, on va dire, par faire un jeu extrêmement dense, même complexe sur certains aspects, euh, assez précis malgré tout, donc il est même tellement précis, et surtout tourné, on va dire, vers le jeu tactique. Et donc vers, ben voilà, on voulait inciter de toute façon les gens à acheter de la figurine, pour et on va dire, des playmats, donc des surfaces lavables, plastifiées, quadrillées, avec des jolis dessins. Ça, ils en ont vendu plein, ils en vendent encore d'ailleurs. Et donc voilà, pour faire des déplacements tactiques, et vraiment résoudre les combats de la manière la plus visuelle possible. Donc ça, voilà, ça c'est le but, on va dire, vertueux au départ du système de jeu. Et donc, bah, je vais passer justement dans le détail. Pour l'instant, donc voilà, là c'est le fameux triptyque 3.0, voilà, le premier que j'ai acheté. Donc je l'ai acheté quand il est sorti en 2000, donc je l'ai testé tout de suite. J'ai été le premier à le tester dans mon club à l'époque. Et donc voilà, je l'ai testé d'ailleurs, je me souviens très bien avec le scénario que j'avais adapté pour l'occasion, que j'ai présenté d'ailleurs dans un de mes derniers lives, donc le Palais de Tizuntan, c'était dans le hors-série Cassius Belli numéro 8. Et donc, bah voilà, moi j'avais commencé donc par acheter le triptyque, tous les bouquins étaient sortis évidemment en même temps, hein, donc on avait la possibilité de tout acheter, donc à l'époque ils étaient pas très chers. Je me souviens, c'était voilà, c'était 20 $, donc chez nous on pouvait l'avoir pour à peu près 25-30 € équivalent, ce qui était quand même pas trop mal. Enfin bon, à l'époque on était encore en francs. Oui, c'est vrai que c'était avant 2002, donc avant le passage à l'euro, mais il y avait déjà le double étiquetage, donc ça devait faire à peu près ça. Et en plus, celui-ci, et c'était pas dans la version française, avait un CD, et j'ai gardé le CD parce que assez souvent, ce genre de choses euh, se perdent dans les couloirs du temps, parce qu'évidemment, on retire le CD, on va aller le ranger ailleurs, et puis bah, évidemment, on finit par le paumer.
moi j'ai toujours fait en sorte de le garder, et je l'avais utilisé à l'époque, hein. Aujourd'hui, évidemment, l'utiliser avec un ordinateur, déjà, ils ont plus de lecteur CD, de lecteur CD-ROM, donc c'est un peu la misère. Ça va être assez dur de trouver une version de Windows qui va pouvoir supporter, comment dire, cette version de démonstration qui a été vendue après, hein. Ils ont vendu, évidemment, un CD-ROM complet pour contenir en fait toute la création de personnages. Il y avait même un scénario dedans. J'ai jamais vu le scénario par contre. Par contre, j'ai quand même utilisé la création de personnages et j'ai fait éditer, comment dire, mes premières feuilles de perso. Je crois que je les ai encore. Je les ai pas retrouvées là, dans mes vieux documents, mais je sais que je les ai encore et que je les avais utilisés à l'époque. Donc j'avais proposé des personnages pré-tirés pour tester. Et donc ça donne quoi? Ben voilà, je vais vous montrer la feuille de personnage que voici. Voilà, donc on a toujours les mêmes caractéristiques qui nous sont proposées, que sont donc la force, la dex, la constitution, l'intelligence, la sagesse, le charisme. Alors celle-là, ça doit peut-être être la version 3.5, je suis pas sûr. En tout cas, elle est en français. Parce que je sais que j'avais joué, enfin j'avais maîtrisé une campagne de la version 3.5 aux alentours de 2012. C'est la dernière fois, je crois, où j'ai touché à Donjon 3.5. Donc en 2000 un petit peu, mais j'ai vite abandonné parce que bah voilà, c'était pas mon truc, hein. À l'époque, j'étais pas du tout dans l'esprit donjon, hein. J'étais World of Darkness à fond, et Shadowrun, enfin voilà, tous les jeux cyberpunk SF, ça c'était plus mon truc. Et voilà, donc 6 caractéristiques donc qui vont aller donc de 3 généralement jusqu'à alors là on peut aller au-delà, comment dire, de 18 cette fois-ci. Il n'y a plus le 1800 pour la force, donc on passe directement à 19. Voilà, on arrête les bêtises. Le gros changement évidemment c'est sur l'échelle de CA qui donc avant jusqu'à ADD2 révisé allait donc de -10 jusqu'à +10 avec donc voilà ce fameux taco qui disait voilà quelle est votre chance de toucher une classe d'armure 0. Là c'est 10 plus les bonus de dex, plus les bonus d'armure, plus les bonus divers et variés de votre classe de personnage, qui vont donner donc une CA dite ascendante, une classe d'armure ascendante, donc qui va aller donc de 10 jusqu'à plus que 20, ça dépend, c'est possible, hein. Il y en a certains qui cheataient, et c'est franchement, voilà, vous allez voir à quel point, si vous connaissez pas 3.5 ou 3 ou 3.5, c'est le jeu du cheater, hein, la DD3 et DD3.5, mais carrément même le jeu du cheater, arrête de cheater. Et donc, bah voilà, il faut en fait, avec un D20 plus un bonus, donc le fameux D20 plus bonus, bah, il vient de là. C'est là où on va instaurer ce fameux, comment dire, système D20 plus bonus que je décris, on va dire, à longueur de journée, parce qu'en termes de statistiques, c'est vraiment n'importe quoi. Enfin, voilà, faut quand même être clair là-dessus, hein, mais bon, voilà, si vous faites des études de statistiques, il va se dire ah là là là, mais il nous parle encore de stats. Bah oui, mais bon, si vous faites des études statistiques, je suis désolé, des 20 sur plus bonus, quand vous faites la courbe de probabilité, bah c'est pas bon, c'est même pas bon du tout. Voilà, alors après, on peut calculer des chances et se dire bah ouais, mais c'est les mêmes chances de. Oui, mais non, en fait, c'est pas exactement les mêmes chances. Voilà, voilà. Les matheux me comprendront, je pense. Voilà, vaut mieux tirer 3d6 plus bonus que de tirer un d20 plus bonus. Vous comprendrez ce que je veux dire. Voilà. Donc, bon, ça, c'était parenthèse mise à part. Voilà, c'est encore les manies de Magna Magister avec ses statistiques, mais voilà, je voulais quand même encore le souligner. Donc on a évidemment toutes les voilà, armes, combat, bon ça reste comment dire classique, les points de vie donc qui vont être un nombre de dés évidemment à lancer avec bonus de constit, ça reste à peu près pareil. Là on a de quoi marquer ici sa classe, sa race et sa classe, donc on a possibilité beaucoup plus facilement de se multiclasser évidemment, donc de faire quelques niveaux dans une classe, d'aller dans une autre, etc. Donc il n'y a plus de classe de classe dite multi, enfin duel, c'est-à-dire de les monter les deux en même temps, hein, ça n'existe plus. Par contre on peut monter ces classes comme on veut, et en plus on a les classes dites de prestige, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a certains prérequis et qu'on est à partir d'un certain niveau, on a le droit de prendre donc des classes exceptionnelles, des classes dites aussi, on les appelle épiques, qui sont en fait voilà, des sortes de classes de super-héros, entre guillemets, parce que bon, Donjons et Dragons, là c'est un jeu de super-héros, ça devient un jeu de super-héros hein, quand même, faut se dire ça très clairement, et qui sont proposés, on va dire, déjà dans les règles de base, mais aussi dans plein évidemment de suppléments d'univers pour refléter, on va dire, évidemment
les types de personnages, on va dire, exceptionnels de chaque univers. On a ensuite donc une grande liste de compétences, donc qui vont de acrobatie jusqu'à vol à la tire. Donc avec certains, il va falloir prendre comment ça s'appelle, faire prendre des spécialités. Donc voilà, artisanat par exemple, il va falloir prendre une spécialité, connaissance aussi, profession pareil. On peut rajouter évidemment, puisqu'il va y avoir des nouvelles compétences qui vont être données. Voilà, donc on a quand même un système unique, comme je le disais, donc résolution unique pour les compétences, les combats, des 20 plus bonus. Euh, on a des jets de sauvegarde qui seront aussi donc des 20 plus bonus. Les fameux jets de sauvegarde, donc il n'y en a plus que 3 avant, il y en avait quand même. Je crois que c'était 6 ou 7. Réflexe, vigueur, volonté. Voilà, donc pour tout ce qui est physique, tout ce qui est, on va dire, encaisse et endurance, et tout ce qui est, on va dire, mental. Et donc après, il y avait des bonus aussi de résistance à la magie et aux dégâts, visiblement. Donc ça doit être une feuille de 3.0, parce que visiblement, il y a encore la compétence alchimie, d'après ce que je vois. Parce que la compétence alchimie était devenue artisanat, d'après ce que j'avais vu. Parce que c'est vrai que les différences entre la 3 et la 3.5, j'ai cherché, on va dire, habilement, moi-même, qui ne suis pas un spécialiste, ça a été assez dur de trouver réellement les grosses différences, en fait, entre la 3 et la 3.5. Je pense que c'est un truc de spécialiste. Voilà, donc ça, c'était pour globalement le système. Euh, bon, c'est un système, comme je le disais, qui tourne plutôt bien. On va dire, en tout cas pour les niveaux, les faibles niveaux, ça marche bien. Mais bon, après, je pense que on peut assez rapidement, on va dire, en voir les limites avec l'expérience justement et avec les choses qui avaient été rajoutées. Ce que je veux, c'est-à-dire, je veux parler évidemment ce qu'on appelait les feats, donc les dons ou exploits, voilà, pareil les règles évidemment aussi d'attaque d'opportunité, où franchement c'était un peu n'importe quoi. Il a fallu vraiment très rapidement clarifier les choses. Parce que concrètement, dès qu'il y avait un ennemi concrètement qui faisait un mouvement, qui passait quelque chose, il y en a qui en profitaient pour faire des attaques d'opportunité à tous les coins de rue. Ça, c'était dans les règles, en tout cas, dont je me souviens, qui étaient vraiment, on va dire, dont les joueurs abusaient beaucoup, et le MJ pouvait en abuser également. Hein. Mais bon, c'était un peu dans les deux sens, mais c'était plus souvent les joueurs quand même qui en abusaient. D'où le problème, évidemment, de devoir faire tout en tactique, si je puis dire. Donc de faire vraiment le déplacement très précis des figurines pour justement simuler ces règles complètement visuelles, très précises. Et donc voilà. Et le gros écueil, bah, c'est bien en fait ces dons qui... voilà, les dons, donc pour dire un petit peu en quoi ça consiste, donc ce sont des capacités qui nécessitent donc souvent des prérequis. Ça peut être donc des prérequis de caractéristiques ou de compétences. Et ça peut être aussi des prérequis évidemment de d'autres dons. Ce qui veut dire qu'on va concrètement accumuler les dons jusqu'à avoir, on va dire, des dons avancés, des dons super avancés, des dons voilà, des dons, on va dire, un peu hybrides, où il faut prendre plusieurs dons pour pouvoir avoir le troisième, qui va nous donner de plus en plus, on va dire, des pouvoirs de voilà, n'importe quoi qui concrètement brise complètement le jeu. Ce qu'ils ont fait justement dans la 5e édition, c'est de limiter ce nombre de dons. Ils l'ont fait aussi donc dans les systèmes, on va dire, satellites, qui sont sous Open Game License, c'est-à-dire donc, Héros et Dragons et Dragons. Là, c'est la démesure. On va jusqu'au bout, comment dire, du système. D'ailleurs, d'une certaine manière, Pathfinder est resté là-dedans, hein, puisque le Pathfinder s'est inspiré, comment dire, de la 3.5. Ce que les joueurs avaient aimé dans la 3.5, justement, c'était ces combos de dons, cet excès, on va dire, de capacité qui faisait de vous, on va dire, quelque chose de vraiment puissant et qui, concrètement, avait quand même plutôt tendance à casser le jeu. Il faut quand même être clair là-dessus. Mais voilà, ils ont revu un peu leur copie, même s'il y a toujours autant de dons dans la Pathfinder 2 que j'ai testé. Et les dons sont toujours là, enfin il y a toujours l'équivalent évidemment, mais de ces capacités, on va dire, qui sont là pour techniquement donner des avantages et changer les règles. Mais voilà, franchement, ça reste, on va dire, peut-être problématique quand il y a des gens qui sont évidemment optimisateurs.
Et voilà, je pense que on ne me contredira pas sur ce point, mais DD3 et DD3.5 sont des jeux d'optimisation. La 3 était, voilà, c'était facile concrètement de briser le programme, de craquer le programme très facilement. Dans la 3.5, ils avaient essayé d'être revus et d'être rééquilibrés, et le problème quand même restait pour moi le même. Chose d'ailleurs dont je viens de me souvenir. En parlant, bah, ça m'est échappé, donc ça me reviendra peut-être au niveau puisque là je parlais des dons et il y a un truc qui m'était revenu. Bon, tant pis, ça me reviendra dans le courant de la chronique, je l'espère du moins, pour ce qui est en tout cas des... Ouais, non, ça me revient pas. Tant pis, donc je vais commencer à vous présenter les livres en question que voici, après donc vous avoir parlé quelque peu des limites, on va dire, du système. Donc, le Player's Handbook qui est sorti donc en 2000 avec son CD, c'est un livre de 300 pages environ. Donc voilà, ça c'était la version de la feuille. Ces feuilles, franchement, tout le monde les a vues, hein. Comme vous pouvez le voir, là, ils l'ont traduite quasiment à l'identique. Donc, le bouquin, évidemment, est l'œuvre en fait donc de Jonathan Tweet, hein, c'est Monte Cook, Jonathan Tweet et Skip Williams pour les game designers évidemment de cette édition. C'est eux, on va dire, vraiment les boss du game, comme dirait l'autre, qui ont vraiment fait tout pour réaliser cette nouvelle édition. Alors, au niveau des caractères, c'est également aussi simplifié. Donc, chaque valeur de caractéristique va donner accès à un bonus. Donc voilà, ça va si on a par exemple 10, 11, on a un bonus de 0. Et le 18, 19, donc ça donne un plus 4. Oui, c'est ça aussi. Évidemment, dans cette édition, il n'y a pas de système d'avantage-désavantage. Donc c'est-à-dire qu'on ne jette pas 2 D20 et on en garde le plus, le plus élevé ou le plus petit en fonction des circonstances. Ça, c'est vraiment quelque chose de spécifique à la 5e édition. Là, à l'époque, il y avait le système de prendre 10 ou prendre 20. C'est-à-dire que si on avait largement le temps, on pouvait dire, plutôt que de jeter le dé, mon dé fait 10 et voilà, et je résous, de manière automatique parce que j'ai le temps. Ou si j'ai vraiment le temps et que voilà, je suis dans les meilleures conditions du monde, je prends le 20. Mais ça n'est pas du coup un critique. C'était ça aussi que je voulais souligner au niveau des différences du système de jeu. Ça m'est revenu finalement. Donc les habilités donc de force, dextérité, donc il y a plus tous ces modificateurs, toutes ces sous-caractéristiques qui étaient exprimées par un jet de D6, un jet de D20, un certain pourcentage de machin bidule et trucs muches, ça n'existe plus. Et tant mieux, donc il n'y a plus que des pourcentages en fait, hein, dans cette édition D20. On n'utilise vraiment que le D20 plus après les dés classiques du set 2D pour les dégâts des armes, mais c'est vraiment tout. On a aussi donc une échelle, on va dire, unique pour tout ce qui est de caractéristiques qui permettent de lancer des sorts, sachant que là il y a 3 caractéristiques évidemment qui vont être liées à cela. Donc l'intelligence évidemment pour les mages, la sagesse, wisdom pour les clercs, prêtres et compagnie, et le charisme évidemment, ça va être pour les nouvelles classes telles qu'elles existent déjà là-dedans, donc c'est-à-dire les ensorceleurs, les druides, non pas les druides c'est encore la sagesse, mais donc les ensorceleurs, il y a qui d'autres encore qui fonctionnent sous autres caracs, ça me revient pas là, mais bon, c'est au moins l'ensorceleur, ça je m'en suis souvenu, c'est bien lui. Et puis le barde aussi, je crois. À revoir. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué la chose, et les spécialistes sauront de quoi je parle. Donc voilà, on a les illustrations évidemment qui étaient politiquement correctes, hein, déjà pour l'époque, des différentes races, voilà, mâle, femelle. Voilà, on nous parle donc après de chaque race. Donc les races jouables sont les nains, donc avec à chaque fois donc description de traits de chacune de ces races. Donc ça existait déjà dans les éditions précédentes, ben là ça a été systématisé, donc avec bonus de carac ou malus de carac, et donc des capacités spéciales. Donc par exemple le nain il a un plus 2 de bonus racial contre le poison, il a donc on va dire un plus 2 sur ses jets de sauvegarde contre les sorts, il a plus 1 sur ses jets d'attaque contre les orques et tout ce qui est donc créatures goblinoïdes.
etc. Plus 4 en esquive contre les géants, voilà. Donc c'est vraiment des trucs très spécifiques, mais ça existe quand même. Et surtout maintenant, c'est vrai que je pense l'avoir dit, mais déjà on peut donc se multiclasser beaucoup plus facilement, mais en plus il n'y a plus de restrictions race-classe. C'est-à-dire que toute race peut techniquement faire toute classe. Il n'y a plus les restrictions de niveau et les restrictions, on va dire, de profession qu'il y avait avant. Ça n'existe plus, et ça c'est quand même quelque chose de très positif qu'ils ont mis, parce que c'était vraiment très artificiel et c'était un peu n'importe quoi quand même dans les éditions précédentes. C'était, on va dire, la chose majeure qu'on pouvait leur reprocher. Donc on peut jouer également des elfes, des gnomes, des demi-elfes, donc des halflings, voilà, et puis donc les humains aussi, hein. C'est vrai que j'ai oublié probablement de vous parler des humains. Donc ça c'était les races qui étaient proposées dans les règles de base. Normalement il y avait aussi les demi-orques, hein, qui étaient jouables, voilà, oui, donc je l'ai bien dit. Au niveau des classes, donc les classes étaient présentées sous la forme donc de tableaux comme ceci, hein, voilà, avec en fonction du niveau les différentes capacités auxquelles vous aviez accès. Donc le barbare par exemple, on donnait à chaque fois le bonus de base à l'attaque, les bonus, comment dire, au niveau des jets de sauvegarde, et les capacités spéciales qui étaient marquées donc sur une ligne comme ceci à la fin. Voilà. Donc par exemple, le barbare niveau 1, lui, il a accès à une rage une fois par jour. Donc c'est la fameuse rage barbare. Et il a un mouvement rapide, fast movement. Voilà. Donc, le barbare, le barde, donc qui lui évidemment peut lancer des sorts. Enfin, il lance des sorts, voilà, il a 2 sorts de niveau 0 au niveau 1, après 3 sorts de niveau 0 au niveau 2, etc. Par jour. Il a des compétences spéciales, et puis donc évidemment ses bonus d'attaque, parade. Et donc, quand on a plusieurs attaques, on a un slash comme ça qui indique le bonus de la première attaque et le bonus de la deuxième attaque, voire même jusqu'à la troisième attaque. Et après, on a un tableau aussi pour le nombre de sorts connus, parce qu'il y a le nombre de sorts lancés et le nombre de sorts connus. Par exemple, au niveau 1, le barde a 4 sorts de niveau 0. Voilà, avec des illustrations quand même qui étaient plutôt belles, hein, à l'époque. Le clerc, donc là je précise, c'est bien le clerc, c'est pas le prêtre, parce qu'ils ont fait vraiment la distinction quand même entre les deux dans l'édition. Voilà, avec ses sorts par jour lui aussi, sa capacité de base donc de repousser les morts vivants. Le druide, voilà, qui était plutôt sympa. Franchement, toutes les classes étaient plutôt. Elles étaient assez sympas et équilibrées. Enfin, il y en avait quand même qui étaient beaucoup plus balèzes que d'autres. Par exemple, si mes souvenirs sont bons, alors c'est dans laquelle, dans cette édition-là, parce que que je ne fasse pas de confusion. Je sais que le barde était quand même assez balèze au niveau de ses sorts. Le moine était pas mauvais non plus. Il pouvait vraiment dépoter du genou. Le ranger était pas mal, là où ça a changé. Le ranger est devenu moins intéressant, je crois, dans la 5ème édition. Voilà, il y avait le paladin, donc également. Le fameux ranger. Donc là, le ranger, on pouvait le jouer de base, ce qui était assez dur dans les éditions précédentes. Et franchement, le ranger, il dépotait, hein, franchement. Et le rogue, qui lui était cheaté, mais cheaté. Tout le monde finissait par prendre un niveau, comment dire, donc de voleur, de rogue, parce que lui, il a accès à toutes les compétences. Donc prendre un niveau de voleur au sein de votre carrière, si vous faisiez un personnage avec plusieurs niveaux, ça vous permettait d'avoir en fait accès à toutes les compétences, et surtout avoir accès aux compétences qui permettaient d'utiliser les objets magiques. Ça, je m'en souviens, c'était un peu la misère, hein, la bérésina. Donc il y avait donc le sorcerer, justement. Donc là, pareil, c'était la porte ouverte à toutes les fenêtres, hein, parce que donc voilà, plus de spellbook, plus de livre de sorts, et on lance les sorts comme on l'entend. Après, donc en plus, ils ont mis dedans les règles, on va dire, des lignées, comment dire, de sorceleurs, où on pouvait donc venir de telle ou telle lignée, puisque donc ils avaient techniquement du sang draconique dans les veines, c'est ça qui leur donnait leur pouvoir. Donc le wizard qui lui est resté classique, donc il lançait plus de sorts, mais bon, lui il était limité à son livre de sorts, etc. Donc voilà, on avait tout ça. Et il y avait donc les règles de multiclasse qui nous étaient décrites. Après, donc on avait toutes les compétences qui étaient décrites, donc là voilà, ça voilà, je passe parce que c'était pas forcément le plus intéressant. Et on va arriver justement au fameux feats. Voilà. Donc le tableau des feats, à l'époque, dans la 3.0, c'était ça. Donc il fallait, comme je vous le disais, un prérequis. Il vous donnait donc voilà, ça c'était les feats générales qui étaient décrites, mais il y avait aussi donc des feats de création de sorts pour les mages et de métamagie, donc évidemment pour les classes de mago. Donc par exemple, alors je vais prendre un exemple au hasard.
voilà, ambidextrie, donc prérequis dextérité 15 ou plus. Bénéfice, ça vous permet donc d'utiliser votre autre main pour faire une attaque, et une attaque donc à -4. Voilà. C'est ce qui est prévu dans les règles. Et donc après, évidemment, on pouvait improviser en achetant combat à deux armes, etc. Et là, c'était la fête du slip en couleur. Il vous donnait d'ailleurs l'arbre, comment dire, qui permettait d'accéder à tel ou tel truc. Je me souviens que normalement, il y avait ça, hein. Il y avait un arbre de prérequis. Je ne sais plus si c'était plutôt dans la 3.5. Ensuite, la description du personnage, voilà, l'équipement, évidemment. Donc on avait la description des armes. Comme je vous dis, hein, voilà, c'est une édition, moi je ne l'ai pas énormément pratiquée, mais je sais que ça tient la route. Il n'y a pas à dire à l'époque, c'est juste que on tombait un petit peu dans l'excès gros bill, on va dire, avec le temps, quoi. À bas niveau, ça marchait encore. C'était pas trop, comment dire, la fête du slip, comme on dit chez nous. Mais à très haut niveau, ça devenait vraiment quelque peu ingérable, et c'était surtout comme je vous dis, le jeu de celui qui allait faire la meilleure combo, quoi. Les règles de combat, donc voilà, on a le système d'initiative, voilà, donc où là on tire un des 20 plus bonus de dextérité plus éventuellement un fit, donc il y avait le fit évidemment, réflexe de combat ou quelque chose comme ça qui donnait plus 4 à l'init, qu'on prenait assez souvent parce que voilà, on voulait avoir l'initiative, c'était plutôt sympa, euh, pour en tout cas les classes de guerriers, hein. Voilà, comment gérer l'initiative, la surprise, les attaques. Donc on vous invite quand même avec les schémas à bel et bien faire plutôt du jeu avec figurines. On gère donc évidemment les tailles des monstres, leur position, les blessures et la mort dans le jeu, etc., etc. Donc là je sais plus si c'est l'édition où on pouvait tomber en négatif, si on pouvait tomber en négatif d'une valeur égale à sa constit ou maximum ou à son bonus de constit. Je ne sais plus, là j'avoue que comment dire, ça m'est sorti un peu de l'esprit par rapport au... voilà, oui, on peut bien tomber à 0 ou en dessous de 0, mais combien en dessous de 0? Euh, oui, on pouvait aller jusqu'à -10 ou plus, donc ça veut dire qu'on pouvait aller jusqu'à combien en négatif? Je sais plus, mais bon, en tout cas, voilà, il y avait des règles quand même assez bizarres, qui permettaient en fait, même si on était très très loin dans les négatifs, de pouvoir quand même s'en sortir. Mais donc il y avait des jets évidemment de constitution à faire. Ah oui, c'est en dessous de -10. Voilà, là, ça y est, j'ai retrouvé la règle. En dessous de -10, on est mort. Donc ça allait jusqu'à -9 maximum. On n'était pas limité par une carac ou quelque chose. C'était -10, vous êtes mort quoi qu'il arrive. Voilà, donc il fallait pas descendre en dessous de -10. Alors que maintenant, je crois que ça reste à 0, hein. On peut plus tomber dans les négatifs, hein, dans les règles de la 5e édition. Alors il y avait des règles de dégâts étourdissants, on va dire des manœuvres de combat spéciales, donc voilà, la ruée, le désarmement, la grippée. Donc là il y avait un vrai système de combat, on va dire à main nue, qui n'existait pas vraiment dans les éditions d'avant. C'était un peu dommage en plus si on jouait un moine. Voilà, ils ont été obligés quand même de refondre un peu les choses. Voilà, le système d'aventure, la magie, comment jeter les sorts. Donc il y avait quand même 150 pages déjà pour les règles, et le reste du bouquin, donc c'était la description des sorts, qui était vraiment très très, on va dire, voilà. Alors les sorts en plus étaient classés, on va dire, par profession, par niveau. Et après, donc, on avait la description, évidemment, de tous les sorts qui étaient donc des sorts qui étaient... Certains étaient communs à certaines classes, mais pas tous. Et donc, voilà. Et on avait, donc, de la page 172 jusqu'à la page... tac, tac, tac... ça, c'était les Summon Monster. On est encore dans les spells. C'est quasiment jusqu'à la fin du bouquin, hein. C'était ce qui... Voilà, de la page... Ouais, il y a 100 pages, en fait, de description de sorts. Voilà. Et donc, là, les sorts étaient quand même plutôt... voilà, bien décrits, mais je crois que c'est c'est la chose majeure qui a été revue après. Comme ils ont vu, évidemment, que par rapport à la description du sort, il y avait eu des abus et des détournements. Donc, ils ont redéfini, on va dire, certaines choses,
ils ont bien encore plus détaillé les sorts, ce qui fait que c'est encore plus gros dans la 3.5, pour justement éviter que les petits malins, comment dire, ne s'engouffrent dans les fissures laissées dans la description des sorts. Voilà, donc ça, les sorts, je ne reviendrai pas, on va dire, en détail là-dessus, mais bon, c'est tous les grands classiques plus qu'on connaît encore maintenant. Hein. Les sorts, pour la plupart, existent encore. Ils ont été évidemment encore revus et corrigés, donc avec des noms évidemment très évocateurs. Hein. Donc les sorts, évidemment, qui citent Tenser, Mordenkainen, etc., qui sont donc les légendes de notre de Donjons et Dragons. Voilà, et ça. Et après, donc, il y avait un appendice, l'appendice en question, qui, donc, avec le, comment ça s'appelle, l'index, évidemment, et quelques petites choses, le glossaire aussi. Le glossaire, l'index, quelques monstres aussi, donc ce qui veut dire qu'avec quand même uniquement le Player's Handbook, on pouvait quand même commencer à jouer. Voilà, de description d'objets magiques également. Et un petit donjon en fait prêt à jouer si on voulait tester les règles. Voilà, c'était rien de transcendant, mais c'était déjà ça. Donc, le deuxième du triptyque, le Dungeon Master Guide, qui lui donc faisait pour 260 pages environ, 256 pages. Alors, on avait dedans voilà, comment évidemment mener sa partie, c'était les premières choses. Des précisions évidemment sur les races spéciales, les sub-races, donc les sous-races entre guillemets, pas dans le sens péjoratif du terme, mais des races, on va dire, dérivées, des races connues. Donc on avait la possibilité dans celui-ci de jouer donc des drôs, donc des elfes noirs, des elfes sylvains, les wild elves, et les elfes sauvages, ouais, les wood elves et les wild elves. Voilà. Donc les fameuses races de monstres aussi qui étaient proposées. Mais bon, ça, c'était vous qui voyez. Il y avait également aussi donc, les fameuses classes de prestige qui étaient décrites dedans. Donc le danseur, l'archer arcanique, l'assassin. Il y en avait, ça c'était les deux. Oui, il y en avait encore d'autres. Hein. Il y avait donc le paladin déchu, le défenseur, le défenseur nain, le lore master, le maître du savoir, l'érudit, l'adepte, le shadow dancer. Bon, il y en avait plein, ça c'était vraiment les trucs de base, mais on en retrouvait évidemment dans tous les suppléments après, hein, des classes de prestige. Ça donnait même un petit peu n'importe quoi. Donc après on avait évidemment comment créer des personnages non joueurs, donc les tables qui permettaient de créer des PNJ de chaque classe. Ça c'était quand même utile. Des conseils évidemment pour gérer son jeu, donc sur le combat, voilà, les mouvements, les habilités spéciales justement des monstres en particulier. Hein. Donc il nous décrivait évidemment toutes les special abilities des monstres, donc l'anti-magie, le froid, la réduction de dommages, la vision, on va dire vision nocturne, ou vision, on va dire dans l'obscurité totale. Les attaques mortelles, les drains d'énergie, voilà, la forme gazeuse, comment on dit, la capacité à être non matérielle, incorporelle, voilà. L'invisibilité, le poison, la polymorphie, etc., etc. Donc ça, c'était toutes les capacités évidemment possédées par les monstres. Voilà, après l'environnement, donc comment faire voilà, des dangers, des pièges à travers l'environnement, mais pas que. Les jets de sauvegarde, au niveau des aventures, donc comment créer ces aventures justement, après avoir détaillé on va dire les éléments dans chaque aventure, enfin les éléments de jeu. Comment créer son donjon, donc il y avait voilà, les portes, les pièges, tout était quelque peu décrit, il y avait en plus des petites illustrations pour vous montrer à quoi ça ressemblait, les monstres errants, donc les fameuses tables de monstres errants qui faisaient leur retour, voilà, donc elles sont là, hein, vous voyez. Ça, c'est toutes les tables de monstres en fonction évidemment de l'environnement. Un exemple de donjon qu'il y avait, donc on avait encore un donjon que l'on pouvait utiliser, qui était vraiment décrit. Un exemple de partie également, petit exemple. Hein. Voilà, comment créer une ville, ensuite comment créer une campagne,
Donc voilà, des détails pour créer nos PNJ, voilà, avec le fameux assez connu, voilà, le tavernier, balle de lancement de sort dans mon établissement. Euh, Créer un monde aussi, donc là on avait les règles pour créer son univers complet, les récompenses ensuite, donc voilà, en fonction de la difficulté, ce qu'on appelait donc le challenge rating qui est resté dans le niveau de difficulté de la rencontre, l'attribution des points d'XP, donc ça restait encore un peu lourdingue, hein, faut quand même être clair. Là ils n'avaient pas encore trouvé, on va dire, le bon, la bonne chose pour simplifier ça, ça restait encore un peu des calculs d'épicier. Et enfin, comme on l'attendait, à partir quand même seulement de la page 174, ça a changé au niveau la description comment s'appelle, des objets magiques, qui est beaucoup plus énorme dans la version 5ème édition. Parce que là, il y a donc description d'objets magiques à partir de la page 178 jusqu'à, on va dire, 208, oui, voilà, non, un petit peu plus, 212, ah si, ça va quand même jusqu'à la fin jusqu'à la fin, donc là, vous voyez, avec des illustrations évidemment pour vous montrer à quoi ressemblent ces objets, donc de 178 jusqu'à 246, ouais, donc il y a à peu près 70 pages de description d'objets magiques, ce qui n'est pas énorme, hein, que maintenant c'est beaucoup plus, hein, dans la version 5ème édition, il y en a beaucoup plus. Voilà, et on terminait sur cette description justement des objets magiques. Voilà, et le manuel des monstres que voici de la 3.5, de la 3, là c'est encore la 3. Après je vais passer à la 3.5, hein, c'est pour ça elle était juste en dessous. Donc là, un livre d'à peu près 215 pages, où donc, bah, évidemment, on vous décrit tous les monstres, hein, de l'Assimar jusqu'aux zombies, voilà, de A à Z. Donc voilà, description de tous les monstres, avec des illustrations, on pourra quand même le noter, qui étaient devenues quand même un petit peu plus sympathiques. Hein. Voilà, là on commençait à avoir un standard quand même, un standard moins daté. Alors moi je trouve quand même que ces illustrations là sont quand même pas mal. Elles ont été refaites aussi, je crois, enfin il y en a quelques-unes qui ont été gardées, mais il y en a pas mal aussi qui ont été refaites pour comment dire, le Monster Manual 3.5. Mais bon, globalement, les illustrations étaient quand même de largement meilleure qualité que ce que c'était, on va dire, dans les précédentes éditions. Évidemment, avec le temps aidant et la qualité de production et de direction artistique aidant aussi. Regardez un peu ça, ce Dark Mantle, il était vraiment plutôt sympathique. Voilà. Et il y avait même vraiment des illustrations qui étaient très sympa. Donc enfin, très joli, artistiquement parlant, et très bien fichu. Voilà. Pour les dragons par exemple, on a un standard quand même de qualité qui était, voilà, pour les dragons par exemple, dragon rouge et dragon vert. Le dragon, comment dire, de cuivre, le dragon d'or, etc. Donc le dragon tortue. Non, il y avait quand même des choses voilà, la fameuse Dryade, en plus, voilà, c'est un dessin de RK Post, je reconnais son style, qui est vraiment très sympa. Il y avait quand même déjà des grands noms, hein, qui dessinaient dedans, dont on peut reconnaître assez aisément le style. Donc RK Post en particulier, là je l'ai reconnu, mais il y en a plein d'autres. Hein. Donc là, vous voyez, par exemple, les Efrites. Là, on avait enfin affaire à quelque chose, on va dire, qui tenait la route en termes esthétiques, hein, parce que c'est vrai que les précédents livres on va dire, de description, enfin en tout cas les dessins des monstres, étaient vraiment pas terribles. Faut quand même le reconnaître, voilà. Le Kraken par exemple, qui est quand même bien fichu. Y a des choses qui se sont améliorées dans le bon sens. Après, il y a quand même des styles graphiques assez différents, ce qui veut dire que c'est moins unifié. On voit qu'il y a quand même, voilà, des dessins de Rebecca Gay par exemple. Donc, c'est des gens qui ont officié dans Magic, hein, donc c'est pour ça que je les connais un petit peu. Le flagelleur mental, le voici, et le mimique évidemment. Donc on a, voilà, encore, pour que vous puissiez vous faire une opinion, le Pégase, voilà, qui est quand même plutôt sympathique. Donc voilà, enfin un bestiaire complet, très inspirant, avec donc des illustrations qui illustrent enfin, et qui sont pas là pour montrer un petit gribouillis
pas terrible. Bon, ça c'était vraiment la version de 78, hein, 79 de ADD. Pour les précédents, bah, je vous renvoie à mes autres vidéos, vous voyez quand même la différence à ce niveau. Alors, la version 3.5, que là je l'ai acheté celle-là, je ne l'ai, enfin si, je l'ai testé techniquement dans ma campagne de 2012, mais je ne suis pas du tout un spécialiste de la chose. Donc d'ailleurs bah, cette version-là, elle est sortie, donc c'était la 3.5 pour ce qui est des corps rulebook, je crois que c'est 2000, combien j'avais vu. Je reprends mes notes, hein, le, je suis encore dans la 3. Je suis dans la 3.5 là. Le bizarre. Donc, disais-je, ouais, c'est 2003. Alors, elle est sortie vraiment tôt en fait. J'étais, enfin, en anglais en tout cas. Donc, si 2003 en plus sorti aussi en français, d'après ce que je vois au niveau Players Handbook, oui, 2003. Donc, en 2003 sort ça. Croyez-moi, la qualité des livres augmente encore d'un cran. C'est du papier glacé, c'est lourd. Les livres d'avant, concrètement, ça allait. Là, de porter le triptyque, je suis encore en train de me faire un tennis elbow. C'est terrible. Donc voilà. Ah ben, je les prends dans le mauvais ordre, évidemment. Donc là, je vais juste vous feuilleter, comment dire, pour vous montrer à quoi il ressemble. Il est vraiment encore plus beau. Vous voyez, en plus, il est complètement neuf, hein. Je les ai achetés neufs, je les ai rarement utilisés, donc ils sont encore en parfait état. Il n'y a vraiment que des changements, on va dire, très précis, très cosmétiques au niveau des règles. Ils ont essayé quand même de rééquilibrer au niveau des classes qui présentaient problème, mais ça n'a pas eu l'effet escompté, je pense. Donc, mais il est présenté vraiment de la même manière, hein. Voilà, c'est quasiment les mêmes illustrations. Voilà, on a aussi les mêmes illustrations. Les mêmes races sont jouables, les mêmes classes aussi, mais donc c'est juste du rééquilibrage. En fait, c'est comme si c'était une sorte de réédition corrigée en fait de la 3.0. La 3.0 c'était un peu voilà, l'alpha enfin, ou la bêta on va dire du jeu, et là on arrive à quelque chose d'encore plus précis, on va dire lissé, corrigé de toutes parts. Voilà. Oh bah tiens, un objet magique m'a pété à la tronche. Voilà, par contre au niveau des feats, ils ont essayé de revoir aussi un petit peu les. Et je pense que là, les combos sont devenus encore plus. Bah, ils ont réussi. Hein. De toute façon, il suffit on va dire, de mettre en place une nouveauté pour que finalement on finisse par la craquer malgré tout à un moment ou un autre. Alors qu'on a résolu un problème, bah, en fait, on en a soit créé un autre, soit laissé un autre se créer par différence pour que les joueurs puissent y retrouver leur compte. Donc concrètement, on a vraiment globalement affaire à peu près au même bouquin, hein, avec voilà, le même chapitrage, la même, mais un petit peu plus gros. Voilà, là on dépasse les 300 pages, sachant que au niveau des sorts, comme je le disais, ils ont quand même un petit peu plus décrit les sorts en question, et donc on avait 100 pages dans la première, là dans la deuxième on en est à 120 pages quand même de description de sort, hein. Donc c'est un peu gonflé. Mais globalement, ça reste, on va dire, vraiment, si vous avez la possibilité de l'acheter, ça reste, on va dire, je pense, la plus intéressante à acheter, ou alors sinon acheter Pathfinder, quoi. Mais bon, vous avez quasiment la même chose en fait en achetant la 3.5. Je sais qu'il y en a qui sont très attachés à cette 3.5, et à la limite, quelque part, ils ont raison, hein, parce que ça leur permet de faire ce que eux ont envie de faire, c'est-à-dire de faire, on va dire, du Medfan héroïque, épique, grâce à un système, on va dire, qui permet vraiment de créer le personnage de ses rêves en accumulant, on va dire, des combos de dons, comment dire, impressionnantes. Voilà. Et avec un système qui tient la route en termes unifiés, même si, bon, à un niveau très élevé, comme je vous dis, ça tient pas la route en termes de challenge de difficulté, à cause évidemment du système des 20 plus bonus. Voilà. Donc comment dire, Dungeon Master Guide, lui, a gonflé aussi un petit peu. Là, il est à plus de 3, il est à 320 pages. Donc il y a un peu plus d'objets magiques qui sont décrits, je crois. C'est peut-être aussi pour ça, mais voilà, on est à 211 jusqu'à. Ouais, là il y avait 70 pages donc avant d'objets magiques.
Là, techniquement, on en a quasiment, ouais, quasiment 90 pages d'objets magiques. Donc il y en a un petit peu plus. Les descriptions ont un peu gonflé. Pourtant, la mise en page est la même, hein. Voilà, il y a des nouvelles classes de prestige. Le Eldritch Knight, je crois, il n'y était pas. Le Horizon Walker, pareil. Il y a voilà, comment ça s'appelle, le Lore Master, donc il y était déjà. Le Mystic Theurge, donc voilà, il y a des nouvelles classes de prestige dans cette version. C'est pour ça que voilà, il y a le sorcier rouge de Thé aussi en particulier. Voilà, le Red Wizard. On le voit ici. Le sorcier rouge de Thé. Oh, le vilain. Bah, il est là. Donc là, on s'inscrivait vraiment. Alors, c'est clair que ces éditions de base là, c'était très clairement comme l'était encore. Il est encore aujourd'hui DD5. On était fortement invités quand même à aller jouer dans les royaumes oubliés, hein, puisque les classes de prestige étaient des classes de prestige des royaumes oubliés de près ou de loin. Et il y avait également l'archimage, voilà, qui était qui manquait, hein, on va dire, à la première édition, et l'arcane trickster. Voilà, ça c'est les différences, je dirais majeures. C'est nouveau, enfin plus d'objets magiques, un peu plus de détails, donc plus de classes de prestige. Là, ils avaient changé quand même la pagination, comment dire, de la chose. Pour ce qui est du système d'aventure, ouais, ça avait changé de, on va dire, l'ordre des chapitres avait un peu été modifié, et ils avaient décrit tout ce qui est terrain et campagne au début, et après, on va dire, tout ce qui concerne classe de prestige, gestion du jeu, objets magiques et compagnie, ils avaient tout mis à la fin. Voilà. C'est juste ça la grosse différence, d'après ce que moi j'ai vu. Et les prix aussi avaient un peu gonflé, donc là on était sur des bouquins, on va dire, quand même à 30 dollars, ce qui n'était pas énormément cher, surtout quand on voit ce qu'ils valent de nos jours, que ce soit en anglais ou en français. Surtout dans cet état-là, hein, vous remarquerez qu'il est neuf, hein. Je l'ai gardé vraiment en état neuf. Dire les bouquins sont d'excellente qualité, donc ça aide aussi, comment dire, à les garder neufs, voilà, complètement. Si on va dire vous les transportez pas pour aller au club, que vous pouvez faire un truc minimal, hein, pour ne pas abîmer vos bouquins, vous les mettez juste en fait dans un sac plastique ou dans un sac en tissu renforcé, et ça les protège, hein, dans votre sac. Ça évite comme ça que tous les coins, comment dire, s'usent, ou alors que la couverture soit rayée, hein. Vous voyez là, c'est voilà, pristine, comme on dit. Et donc comment dire, le livre des monstres, donc lui pareil, il atteint quasiment 320 pages aussi. Donc c'est vrai que j'avais dit qu'il y avait les monstres, mais il y a aussi les créatures, on va dire normales, qui sont décrites à la fin, donc les animals, voilà, qui sont décrites sur la fin. Et on a aussi, on va dire, pour des règles pour augmenter, comment dire, le niveau des monstres, et également créer un glossaire, évidemment, avec aussi toutes les capacités qui sont décrites, toutes les capacités monstrueuses. Ça, je ne sais plus si c'était dans la version 3.0. Mais bon, en tout cas, là, c'est complet, donc ce qui veut dire qu'on a quand même quelque chose de. Voilà. Mais c'est qui est vraiment, on va dire, revu, corrigé et complet. Par contre, c'est les mêmes illustrations, hein, globalement. Ils n'ont pas changé radicalement, sauf s'ils ont fait des rajouts. Mais sinon, globalement, c'est les mêmes illustrations que dans le 3.0. Et bon, elles étaient bien, donc on leur en veut pas, hein. Voilà. Donc, vraiment, si vous avez la possibilité, si c'est votre truc, ce triptyque-là, c'est celui que je vous conseille. En français, il est vraiment très très cher. En anglais, il est peut-être plus facile à trouver, mais il reste cher. Je dirais ouais, minimum 50, 75 euros par bouquin, hein. C'est le minimum, hein. Si vous arrivez à les trouver à ce prix-là, vous serez heureux. Mais ça reste, on va dire, la plus aboutie, la plus stable. Mais aussi, voilà, c'est vraiment, si c'est votre style de jeu, que de vouloir faire du donjon épique, héroïque, voilà, avec beaucoup d'optimisation de personnages. Ça reste ça. Alors après, les suppléments qui sont sortis. Alors il y a l'Expanded Psychics Handbook. Donc là, tout sur les psys. Je rappelle que maintenant les psys dans DD5, c'est une classe, une sous-classe, comment dire, de sorceleur. Enfin, de ce que je dis de sorceleur, oui, enfin comment ça s'appelle déjà? Ah, bah son nom m'échappe. Enfin, c'est une sous-classe d'une des classes de magiciens de DD5, donc l'ensorceleur, voilà, c'était le temps que ça me revienne. J'avais sorceleur en tête, c'est à force de jouer
à Witcher, hein, je suis désolé, ça me revient plus facilement. Alors que là, maintenant, c'était vraiment une classe à part entière, et c'était cheaté, mais alors cheaté, mais alors... Là, ça a déséquilibré, on va dire, globalement le jeu. Donc 225 pages avec différentes classes justement de psioniques. Donc voilà, c'était vraiment le manuel du psionique. Alors celui-ci était sorti donc pour la 3.5. C'est la version 3.5. Il y en avait eu une version avant, mais moi j'ai acheté celle-ci parce qu'elle était beaucoup plus complète évidemment à l'époque où je me suis intéressé à la chose. Alors quelle date. Toujours à rechercher la date dans les 2004. Voilà, donc oui, c'était bel et bien sorti pour la deuxième, pour la 3.5. Donc avec des races spécifiques qui sont donc évidemment plutôt psychiquement, on va dire, intéressantes. Donc les dromites, les élanes, les demi-géants, les ménades et les xephes. Donc là, j'avoue que c'est pas des trucs. Alors, il y a les Druegar aussi, les Githyanki Githzerai, évidemment, et les Trikreen. Donc là, on a un petit peu de Dark Sun. Voilà, c'est des races de Dark Sun, évidemment, pour certaines, donc le Trikreen, le demi-géant, qui étaient naturellement psy. Et donc, on vous décrit les classes de psy, donc les psiones, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Le Psychic Warrior, donc le guerrier psionique. Le Soul Knife, voilà, qui a quand même une certaine classe. Le guerrier psychique, enfin psionique aussi. Il y avait donc également le Wilder, voilà, le psionique sauvage, si je puis dire. Le Epic Level le Psionic Character, donc il donnait des règles en plus pour le psionique quand il était en niveau épique. Les compétences spécifiques, donc ils ont une liste de compétences, on va dire, pour les psioniques. Voilà, donc je détaille pas parce que c'est quand même assez chaud. Ils ont des feats évidemment spécifiques à leur profession. Et on a la description des pouvoirs psy ensuite, voilà, qui vraiment étaient cheatés, quoi. Là j'avoue que déjà dans la ADD2, le psionique était quand même assez balèze, puisque c'était devenu vraiment une classe à part entière, surtout pour Dark Sun. Et c'est pas une mauvaise classe en plus, hein. Et donc les fameux pouvoirs, donc par niveau, donc ils sont dit pouvoirs, c'est pas des sorts. Et donc il y a vraiment pour chaque classe évidemment, il y en a plein évidemment qui sont décrits. C'est un peu différent de ce que est beaucoup plus complet que ce qu'il pouvait y avoir dans le manuel complet du psionique qui était déjà très complet. Euh, c'est bien revu et corrigé, mais ça reste à intégrer dans une campagne. Tout de suite, on voyait la différence. Mais bon, après, ça permettait un peu de rééquilibrer à la table. Hein, si vous aviez des gros billes qui faisaient des combos de feats, ça permettait un petit peu de remettre les pendules à l'heure. Mais bon, voilà. C'est ça le problème, c'est qu'en rajoutant à chaque fois des suppléments, ils allaient un peu dans la démesure, tout de même, faut quand même le reconnaître. Il y avait donc également les fameuses classes de prestige, donc le Cerebremancer, par exemple, l'Elocator, le Fist of Zuoken, voilà, ici, le Lilithid Slayer, voilà, le Metamind, le Psion Incarnate, voilà. Donc comme vous voyez à chaque fois, le pyrokinéticiste, pyrokinésiste en français, je présume, le Thrallherd, le Warmind, voilà, donc le psioniste spécialisé en je ramène, comment dire, ma chair à canon, je la contrôle mentalement. Là, c'est pas très très gentil ça, hein. Et donc les objets psioniques. Alors là, pareil, on rentre dans des trucs complètement chitouilles, donc ils pouvaient évidemment créer leurs propres objets psioniques. C'était déjà possible, hein, dans la DD2, hein, les règles étaient dans le manuel complet du psionique. Voilà, avec les objets spécifiques, les reliques entre guillemets psioniques, et les monstres psy. Voilà, donc on avait la description des monstres psy. Il y en avait pour toutes les bourses, si je puis dire. La fameuse Brand Mall, donc voilà, la taupe psy. Oh la vache, là franchement je tombe de ma chaise. Le Cérébrilite, le psionique, voilà, le Druegar, le Chris Maul, l'Elan justement, le Folugube. Bon, certains je les connais pas, hein. Donc les Githyanki Githzerai, là déjà c'est un peu plus connu. Alors ils sont, voilà, l'Intellect Devourer, voilà, ceux qui connaissent Baldur's Gate,
sauront à quel point ce sont des vacheries. Le Mind Flayer, pardon, oh, décidément. Voilà, le Psycrystal, le Psion Killer, le Puppeteer, le Temporal Filcher. Il y a vraiment des grosses saloperies dans tous les coins. Le Tricrine, évidemment, bon, voilà, c'est plus pour Dark Sun, parce que je pense pas que vous le mettrez autre part que dans Dark Sun, hein, etc. Donc voilà, un supplément à ne pas mettre entre toutes les mains, parce que là, s'il y en a vraiment un qui est intéressé pour faire du psionique, il va en avoir pour ses sous. Alors donc, on avait après deux suppléments qui permettaient de faire du Planescape sans avoir Planescape, parce que ça n'avait pas été réédité. Le Manual of Planes et le Planar Handbook. Donc Manual of Planes, il y en avait eu deux versions, je crois. Ça doit être la version pour la DD 3.0, si mes souvenirs sont bons. Au niveau de la date, je vais le savoir tout de suite. 2001, donc oui, ça c'est la version description donc des plans pour la version 3.0. Donc là, on avait toute la cosmologie des plans, comment voilà, c'est la fameuse cosmologie des dés, donc la grande roue, comme on l'appelle. Avec donc tous les plans vus et corrigés. Donc on n'a pas évidemment exactement la vue la vision, le point de vue qu'on a dans Planescape, mais on a la description malgré tout de tous ces plans en fait qui après sont connus et auxquels on donne enfin un véritable caractère, une véritable vie dans justement Planescape, le cadre de campagne. Donc là je vous renvoie à ma vidéo si vous en voulez un peu plus de précision là-dessus. Donc les classes de prestige. L'agent divin, voilà. Donc en termes de, voilà, c'est les classes de prestige en fait pour les voyageurs des plans évidemment ou pour ceux qui évidemment ont les pouvoirs de voyager entre les différents plans d'existence, que ce soit donc plan primaire, plan extérieur, etc. Je vous renvoie un Planescape si vous voulez une description un petit peu plus complète. Je ne vais pas revenir dessus, c'est pas le sujet. Là c'est vraiment plus de la technique, c'est des bouquins techniques que je vous présente. Le Gatecrasher, pardon. Ensuite, le Planar Champions ou Champions, très beau en plus les illustrations. Le Plan Shifter, des nouveaux sorts évidemment. Voilà, donc là c'est si vous voulez vraiment faire une campagne basée sur les plans d'existence, sur le plan astral, le plan éthéré. Donc voilà, en plus là. Il y a bientôt pour la campagne pour DD5 justement Spelljammer qui va ressortir. J'ai précommandé le coffret, donc je vous en ferai la présentation évidemment. Ça m'intéresse beaucoup. J'achète très peu de suppléments 3.5, de suppléments pour la 5ème édition. Mais là, voilà, c'est un truc dont j'ai besoin dans ma campagne actuelle de Rollmaster Planescape. Donc je veux voir ce qu'ils ont fait là-dessus. En plus, le coffret est pas cher, quoi. Franchement, je l'ai précommandé. Le coffret à environ 65-70 euros, quoi, pas plus. Ce qui est plutôt pas mal. Je pensais que ça allait être beaucoup plus cher que ça, puisque c'est un coffret 3 bouquins plus. Ou 3 bouquins plus un écran. J'ai trouvé que c'était plutôt honnête en termes de prix. Ils cassent encore les prix chez Wizard. Donc voilà, les plans donc intérieurs. On vous décrit après. On vous décrit, on va dire, type de plan par type de plan. Après donc les plans extérieurs, donc voilà par exemple vous avez la carte des limbes, c'est quand même assez complet mais voilà, c'est une description qui est très technique, donc évidemment il n'y a pas le côté vivant qu'il y a évidemment dans Planescape, les carcères, donc les gastes grises d'Hadès, etc. avec donc des schémas évidemment des plans qui sont vraiment pas du tout les mêmes que voilà, GNA, etc. Donc c'est évidemment les plans extérieurs sont les plus intéressants, les 9 enfers. Attention à la liaison dangereuse, etc. Donc Mécanus aussi, pareil, avec des très belles illustrations. Donc voilà, ça me parle. Les plans intérieurs, c'est les plans élémentaires, les para-élémentaires, donc les plans d'éléments purs et d'éléments mélangés, donc feu, air, terre, eau, plus après donc les plans énergie positive, négative, etc. Donc d'où les mages évidemment tirent leur magie. Il faut savoir que dans la cosmologie de Donjons et Dragons, les mages des plans primaires tirent leur magie évidemment de ces plans internes, enfin intérieurs, et plans élémentaires et plans para-élémentaires, énergie négative, positive, évidemment aussi, pour les nécromants, l'énergie négative, pour on va dire les clercs qui veulent soigner l'énergie positive, et les plans extérieurs, c'est pour surtout les invocations de créatures. Les créatures viennent de là, et certains pouvoirs divins, puisque c'est
Ces plans extérieurs sont la demeure de pas mal de divinités, évidemment. L'Élysée, un plan où j'ai beaucoup fait de choses, la Terre des Bêtes, voilà, ça me rappelle de bons souvenirs, donc l'Outland, évidemment. Et il parle quand même un petit peu de Sigil qui est au sommet, mais bon, pas beaucoup. Hein. Ça reste. Voilà. Les monstres, évidemment, des plans, donc là on en a plein. Donc voilà, le Barrior, par exemple, qui est une race qui était jouable justement dans Planescape. Les démons, plein de choses, les Githyanki, évidemment, en détail, les Githzerai, etc., etc. Les Yugoloths, qui sont une race extrêmement importante parce qu'il y a évidemment plein de types et une hiérarchie de Yugoloths qui peuvent vraiment faire des ennemis assez prestigieux et récurrents dans votre campagne. La région des rêves aussi, voilà, ils vous font des schémas pour vous décrire comment dire, la dimension des rêves, le plan miroir, voilà, il y a plein de petites choses, et la cosmologie mystique. Donc voilà, un supplément, vraiment ça c'est thématique, c'est si vous voulez inclure ça dans votre campagne habituelle, ce qui est assez rare hein, de faire une campagne comme ça dans les plans. On préférait prendre un plan primaire, donc ceux que je vais vous présenter rapidement d'ailleurs, pour illustrer, on va dire, l'OGL. Mais bon, voilà, ça existait, il y avait les règles qui existaient, ça permettait de comprendre quand même un petit peu mieux comment fonctionnait l'univers de Donjons et Dragons et sa cosmologie, et de faire peut-être quelques incursions par-ci par-là, ou de permettre à certains personnages de jouer justement des voyageurs des plans. Et donc du coup, là, devait être donc pour l'édition 3.5. Donc vraiment, celui-ci est complètement neuf. Je n'ai pas beaucoup traîné en son temps non plus. Celui-ci donc date de 2004. Donc oui, il est sorti pour la deuxième édition. Enfin, pour la deuxième édition, c'est-à-dire la 3.5. Je l'appelle deuxième édition, mais c'est la 3.5. Donc là, tout également aussi pour jouer justement donc le Planar Handbook, évidemment des voyageurs des plans. Donc c'est un peu, on va dire, là, on nous donnait le matériel pour plus les mettre en avant en tant qu'opposants, PNJ, même si on pouvait faire des PJ aussi, hein, y avait pas de... mais là, on est plus du côté du point de vue du PJ. Donc on pouvait jouer Aasimar Barrior en tant que nouvelle race, Bioman, non c'est pas Bioman, hein, c'est Bioman, ou Bioman, les Mefling, donc les Switch Shift, Neraphim, Tieflin. Voilà, c'était vraiment. Donc là, on avait enfin le Tieflin qui était introduit, comme il l'était d'ailleurs. Il existait aussi dans Planescape. Hein, on avait la possibilité de jouer des Tieflings. Au niveau des. Voilà, le Chen Divol, bon, il y avait des trucs quand même qui étaient un peu on va dire, dangereux comment dire, à mettre à la table. Les Jani, les Leland, etc. Donc ça, c'était un peu craignos. Des feats spécifiques justement pour chaque classe et chaque type de voyageurs astro. Voilà, les classes de prestige donc de voyageurs astro qui sont redécrites. Donc ouais, comme je vous dis, hein, c'est vraiment voilà, ces deux-là en fait. Voilà, là celui-ci c'est un peu la deuxième édition en fait du planar, du manuel des plans. Mais là, plus tourné, on va dire, du côté joueur, pour vraiment être du côté joueur. Le lore, alors le Doomguard, le Fated, le Mind's Eye, la Société des Sensations. Donc là, on retrouvait des classes de prestige qui étaient en fait des membres en fait des factions évidemment de Sigil, les factions des plans. Le Chaotisect, etc. Là, donc aussi, il y avait donc le danseur astral, le guerrier élémentaire, et c'est déjà pas mal. L'équipement magique spécifique, on va dire, pour les plans, voilà, avec des dessins toujours plutôt sympathiques. Hein. Voilà, équipement, les objets magiques aussi planaires. Il y en a quelques flopés, comme d'habitude. Les sorts spécifiques aussi, donc il faut savoir que normalement les sorts doivent être adaptés en fait en fonction des plans, hein, sinon vous ne pouvez pas les lancer dans certains plans. Les lois du plan empêchent certains sorts de pouvoir être lancés. Par exemple, des sorts de nécromancie en Élysée, ça va être un petit peu compliqué, ou dans le Mont Céleste par exemple. Ça va être un petit peu chaud, comment dire, pour pouvoir lancer vos sorts de nécromancie. Hein, le plan accepte pas trop. Et même tous les gens méchants en fait ou d'alignement mauvais vont avoir quelques soucis pour pouvoir se mouvoir, comment dire, dans le plan.
Les créatures des plans, voilà, avec des choses un peu bizarres. Voilà, les fameux élémentaires dans les bouteilles qui servent à faire des bougies pour certains. C'est pas très sympa, je trouve pas. Et voilà, les créatures anthropiques aussi. Bref, plein de nouvelles et belles saloperies à mettre dans les pattes de vos joueurs. Voilà, l'Unraveler, le, comment dire, l'Urepona, ouais, le Nisepona et le Nurepona, c'est des créatures qui peuvent voyager dans les plans. C'est pour ça généralement qu'on les qu'on essaye de les choper, c'est justement pour pouvoir avoir le pouvoir de voyager entre les plans sans passer par les portails de sigil par exemple, qui c'est un peu plus contraignant, ou passer par d'autres moyens. Donc la description de la cosmologie, donc est à peu près la même que dans le manuel des plans. Voilà, la cité comment dire de bronze qui est décrite visiblement en détail. Sigil qui est quand même un petit peu décrite, enfin de manière un peu plus voilà. Donc ça c'est bien. Au moins on n'a pas Planescape, mais on en a un peu la saveur. Donc voilà, celui-là je vous le conseille quand même plus que le premier. Mais bon, il y a des éléments dans les deux qu'on peut, parce que celui-ci est plus complet, mais il faut quand même, pour mêler, enfin moi en tout cas j'avais eu l'intérêt à acheter les deux, parce qu'il y avait des informations, comment dire, qui n'étaient pas forcément présentes dans l'un et dans l'autre, même si celui-ci en fait était plus développé et plus complet. Voilà, plein de petites choses décrites évidemment, voilà, des sites planaires. En fait, il décrivait donc c'est des sites de campagne en fait qui vous étaient décrits à la fin, qui étaient directement utilisables pour vos campagnes. Voilà, ça je me souvenais plus de ça. Voilà, donc le Planar Handbook. Donc ça c'était vraiment des achats, on va dire utiles j'ai en fait assez peu utilisé, mais que j'avais, on va dire, dans les si jamais j'avais besoin. C'était en cas de besoin. Après, donc des suppléments, on va dire, de compléments de règles, il y en a eu pléthore. Il y a eu donc des Player's Guide 2, des Master Handbook 2, Master Guide, pardon, 2, des Monster Manual 2, 3, 4, 5, enfin il y en a eu pléthore. J'ai pas, voilà, avec les bouquins de base, vous en avez déjà largement de quoi faire, hein, donc c'est pas la peine non plus de vous, voilà, de vous de vous encombrer, si je puis dire, de risquer, comment dire, l'effondrement de bibliothèque comme moi. Par contre, du coup, ceux-là, je les ai achetés parce que j'ai eu l'occasion de les trouver pas chers. Donc c'est voilà, le Book of Exalted Deeds et les chapitres interdits. Donc c'était le Book of Evil machin bidule en VO. Donc c'est des suppléments évidemment sur voilà, les paladins et le supplément, les forces, on va dire, infernales, si je puis dire. Donc là-dedans, on a, c'est vraiment des suppléments thématiques qui permettent de créer en fait des personnages, donc soit des parangons du bien avec des classes de prestige, des règles supplémentaires, des classes de prestige en plus, de magnifiques illustrations. Voilà, encore Rebecca Gay qui est vraiment magnifique. Et donc voilà, les classes de prestige que sont donc le chevalier ouin, c'est comme ça que ça se dit, hein, anointed, le ouin, donc ouin du verbe oindre. L'aposta, l'apôtre, pardon, qu'est-ce que je raconte, l'apôtre de la paix, la préférée, comment dire, de Valarian. Enfin bref, voilà, c'est que encore un dessin de Rebecca Gay qui est magnifique. Le mystique céleste. Voilà, là c'est le royaume du bien, la championne donc de Gwyn j'ai même pas comment on le dit. C'est Gwyn Arwif. Voilà, c'est dur à dire. Etc. Le défenseur donc de Siltiel, l'émissaire de Barakiel. Voilà, donc c'est vraiment les classes de prestige pour les dieux, le point de Raziel, l'initié, comment dire, de Pistis Sophia, le lion de Taliside, le prophète. Voilà. C'est que des classes de prestige très spécifiques, mais extrêmement gros billes quand même pour la plupart. Il y en a des plus gros billes que d'autres, hein, etc., etc. Donc voilà, c'est pour avoir vraiment, avec franchement des illustrations magnifiques de Rebecca Gay, ça, vache, ça dépote du genou. Ceux-là, je les ai vraiment acquis il y a très très peu de temps, hein, donc c'est pour ça que je redécouvre encore les illustrations tellement elles sont belles. Des sorts spécifiques évidemment, des sorts de clerc avec des domaines en fonction évidemment des dieux, parce que les sorts auxquels vous aviez accès en tant que prêtre étaient dépendants donc de leur domaine, des domaines de vos divinités. L'équipement spécifique,
les objets magiques, les parangons célestes. Donc voilà, comment devenir des parangons célestes, voilà, vraiment des champions du bien. Donc on vous les décrit aussi en tant que PNJ. Hein, voilà, ça c'est si vous voulez mettre, on va dire, des gens de bien dans leur contre eux, ça peut quand même faire mal. Voilà, c'est vraiment des PNJ prêts à l'emploi, mais franchement pour du haut niveau quoi. La cour des étoiles, par exemple, etc., etc. Et des monstres, on va dire, des monstres du bien. Donc c'est des monstres gentils. C'est voilà, c'est on se croirait sur l'île aux enfants. Mais voilà, c'est des monstres d'alignement bon pour la plupart. Donc voilà, les éladrines, etc., etc. Euh, on est quand même dans quelque chose de voilà, on est dans le bien. Là, c'est bien vu, si je puis dire. Ils sont bien vus en tout cas. Donc là, c'est vraiment si vous voulez gérer cette thématique dans votre campagne et orienter, on va dire, vos personnages vers, on va dire, être on va dire des défenseurs du bien et donc voilà, vers avoir, on va dire, toute une hiérarchie et des alliés, comment dire, bénéfiques. Donc toutes les règles sont là-dedans. Et donc il y avait évidemment le Book of. C'était alors comment il s'appelait déjà en VO. C'était le Book of Evil, Evil machin chose. Il faut que je retrouve son nom en VO. Il n'existait pas, comment dire, donc ça veut dire que il est issu de la 3.0. Tac tac tac. Book of Vil Darkness, voilà, c'est ça. Book of Vil Darkness, ou donc chapitre interdit en VF, puisque celui-là j'ai trouvé en VF pas cher, c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc là, pareil, vous allez avoir mais tout l'inverse. Donc là, que des classes de prestige, des races et compagnie de purlures, d'enfoirés et autres saloperies, on va dire, voilà, avec. Donc là, en plus, on vous mettait le disclaimer. Voilà, attention, réservé à un public averti. Pourquoi? Parce qu'on vous décrit des techniques de torture, des instruments, des techniques d'exécution, des pièges, des drogues, des trucs, des machins, c'est pas beau. Voilà. Des dons spécifiques, donc des classes de prestige. Donc on avait le buveur de sang, le chasseur de mortels, le démonologue, le diaboliste, le disciple d'Asmodée, évidemment, le disciple de Bézébut, le dispater, de Méphistophélès, de Mammon. Donc là, si vous voulez, vous adonnez, comment dire, aux pires créatures démoniaques et diaboliques. Voilà, c'était ça. Le mage délétère, le prêtre déicide, le serviteur des vermines, le serviteur de Grads, le serviteur de Démogorgon. Ah bah, il est redevenu à la mode, Démogorgon, justement, avec Stranger Things. Et même Vecna, hein, puisque dans la 4ème saison, visiblement, l'ennemi c'est Vecna. Enfin, ils l'ont appelé Vecna hein, parce qu'ils se sont dit tiens c'est bizarre, il ressemble au truc au monstre comment dire qu'on combat dans notre campagne Donjons et Dragons, donc on va l'appeler comme ça le monstre qu'on combat. C'est pas mal je trouve. Les sorts spécifiques évidemment, comme d'habitude, il y en a pléthore. Donc voilà, ça c'est vraiment pour si vous voulez jouer une campagne méchant, avec des objets magiques de méchants, des sorts de méchants, des classes de méchants, des races de méchants, il y a tout ce qu'il faut. Donc bah, voilà, c'est la description des seigneurs du mal, donc voilà, avec leurs caractéristiques, leurs créatures, j'allais dire leurs suppôts, et oui c'est ça, leurs serviteurs, etc., etc. Les archidiables aussi, donc vous les avez tous décrits, donc Dispater par exemple, qui est décrit, on va dire, avec ses caracs, Bélial, et sa fille, donc justement Fierna. J'ai essayé moi d'emmener mes joueurs en Avernus, ou du moins en tout cas dans les 9 enfers. Bah, ils n'ont pas voulu y aller, hein, bizarrement. Pourtant c'était pour faire du commerce. Ils ont peut-être quand même un petit peu de conscience et un petit peu d'éthique, de déontologie. Le nécrophage abject, là après on a les créatures, donc l'orbe ardent de l'effroi aussi, il y a voilà, le vat, la créature cadavérique, enfin bon, voilà, plein de choses. Tout ça décrit donc en 100 et quelques pages. Donc ça, c'est pas franchement, ces suppléments-là, ils m'ont pas coûté très cher. C'est pas les plus, pourtant, je pensais qu'ils étaient vachement recherchés, mais bon, là, ceux-là, j'ai réussi à vraiment les trouver pas chers.
Voilà, alors là on en est déjà à plus d'une heure, donc je vais terminer, comment dire, en vous montrant justement quelques univers rapidement et ce qui est issu, on va dire, de la fameuse licence libre. Donc évidemment, je ferai des descriptions détaillées, comment dire, de chacun de ces univers. Mais là, je voulais quand même vous présenter un petit peu pour être à peu près exhaustif ce qui existait en termes d'univers pour la 3 et la 3.5. Donc pour Greyhawk, on a eu donc le fameux Living Gazetteer que je vous conseille. Alors il n'est pas super attrayant en termes de mise en page. Vous voyez, c'est un peu aride. Par contre, il y a du texte. Il y a beaucoup de descriptions. Les illustrations noir et blanc sont, on va dire, très honnêtes. Mais il y a du background. Et donc, il y a de quoi faire. Et donc, voilà. C'est si vous avez besoin de jouer dans un univers et que vous aimez, comment dire, Greyhawk, celui-là, en 3.5, n'est pas le plus dur à trouver. Et il existe, je crois qu'il existe. Oui, il a existé en français. Et donc, il vous permet en fait de rentrer vraiment dans le monde de Greyhawk. Bon, c'est pas suffisant, il n'y a pas tout. Mais il y a quand même une description exhaustive de tout donc, le monde donc, de Earth pour pouvoir y faire ses aventures. Alors, je crois qu'il y a même une carte qui est dedans. Voilà, il y a la carte. Je vous la montre comme ça. Voilà, mais je l'ai pas parce que je l'ai pas détaché. Voilà, un supplément de voilà, c'est à peu près 192 pages. Là-dessus, franchement, celui-là il est pas cher. Si Greyhawk vous intéresse, c'est celui qu'il faut vous procurer pour rentrer dans ce monde fabuleux. Alors évidemment, la gamme la plus chère, la plus recherchée, tous les suppléments valent une fortune, c'est n'importe quoi. Évidemment, c'est la version Forgotten Realms, donc les royaumes oubliés, soit en anglais, en français, c'est n'importe quoi. Hein. Les prix que ça atteint, on est vraiment dans la démesure, dans la spécu la plus totale. Bah ouais, parce qu'il faut dire, les suppléments de contexte dans la 5e édition sont pas top. En termes de description de contexte, hein, en termes de campagne, ça tient la route, mais en termes de contexte, je trouve que voilà, ce qu'ils ont fait pour la 3 et la 3.5 est largement mieux. Donc voilà, vous avez la carte de Faerun, évidemment, et plein de suppléments en dehors. Bon, c'est des suppléments surtout d'ajout de règles. Il y a pas mal de suppléments aussi de description on va dire, de régions. Donc en particulier les marches d'argent, voilà, pour ceux dont je me souvienne. Le supplément évidemment sur Waterdeep, la cité des splendeurs, qui est vraiment superbe. Par contre le supplément, voilà, il vaut 150 euros quoi, si vous arrivez à le trouver. Même celui-là, hein, il vaut 75-80 euros en bon état. En français, il vaut presque même 100 euros environ. Hein, c'est les prix que j'ai à peu près vus. Et ça n'a pas baissé avec la 5. La 5 hein. Donc ça veut dire que ces suppléments-là sont encore utilisés et recherchés pas que par les collectionneurs et les spéculateurs, mais aussi par les joueurs, parce que, je suis désolé, ils sont plus complets. Donc on a la description dedans, évidemment, du monde, description de PNJ majeurs. Donc voilà, vous avez dedans, par exemple, les Caracs d'Elminster, les Caracs, on va dire, cheatés du mage fou, les Caracs cheatés, comment dire, de plein d'autres gens connus, voilà, par exemple d'Alucer, Obarskir, voilà, plein de héros en fait. Ils sont tous décrits. Il y a des classes de prestige, évidemment, les domaines des différents dieux du panthéon du royaume oublié. Voilà, si vous aimez les royaumes oubliés, c'est le supplément, je pense, le plus complet, synthétique à ce jour, en un seul bouquin, et ces suppléments sont vraiment très très bons. Je souligne là qu'au niveau des gammes quand même d'univers, ils avaient fait quelque chose de magnifique. Dans la même lignée, donc, il y avait également évidemment Dragonlance, donc la description du monde de Kryn. Donc là, ça se passe après la guerre de la Lance, on est vraiment même longtemps après la guerre de la Lance pour recommencer dans cet univers, dans la version 3 et 3.5. Donc là, c'était l'édition directe Wizard, hein, parce qu'il y a eu aussi je vais vous montrer, des suppléments qui ont été par des éditeurs tiers de Wizard. Donc là, on a quand même une belle gamme aussi pour Dragonlance. Il était sorti en français aussi. Hein. Et on a donc la description en 290 pages de toute la gamme, de tout l'univers, comment dire, de Kryn, post donc guerre de la Lance. Vraiment, pareil, c'est si vous voulez vous mettre dedans, il y a tout ce qu'il faut. Le bouquin de base est largement suffisant.
Mais il y a eu, on va dire, des suppléments à la gamme. Il y a eu un écran évidemment et plein de petits suppléments. Là, il y en a eu moins quand même que pour les Royaumes oubliés, mais il y en a eu. Et en français, en tout cas, il n'y a que le bouquin de base, je crois, qui existe. Mais il est vraiment, voilà, phénoménal. Mais je vous reparlerai de Kryn en détail quand je vous parlerai des univers de Donjons et Dragons. Mais ça viendra. Et enfin, donc je disais, un éditeur tiers qui avait refait Ravenloft. Alors c'est pas l'édition la plus aimée, on va dire, des fans. Elle a été faite donc par le label Sword and Sorcery, c'est-à-dire c'est en fait c'était Art House. C'était en fait un petit studio issu, comment dire, de White Wolf, qui a fait des suppléments D20. Et il a bien fait parce que ça a bien marché et en plus leur supplément était de bonne qualité. Moi, je trouve que cette version de Ravenloft en 3.5, enfin celle-là c'était en 3ème édition, je crois, c'était pas en 3.5, mais bon, c'était assez facilement adaptable évidemment par rapport à la date. Oui, la date pour cette version d'Amned, je n'ai pas la date. Shit. Bon, tant pis. En tout cas, c'est dans les années 2000, ça c'est à peu près sûr. Même si j'arrive pas du tout. Et voilà, il y avait donc eu le bouquin de base, l'écran avec son livret. Et évidemment aussi, donc j'avais pris le bestiaire en fait, le Generations of Darkness. Voilà. Moi j'avais eu en tout cas plaisir à le lire, hein. Je l'avais lu quand je l'avais acheté, donc c'était dans les années. C'était dans quelle année qu'il était sorti? Je l'ai lu. Ouais, c'était dans les années 2005. Alors c'est peut-être pour la 3.5 hein, qu'il est sorti. Parce que je crois que je l'ai lu en 2005-2006, si mes souvenirs sont bons. Mais voilà, moi je trouve qu'ils avaient fait quand même un bon boulot. Mais voilà, c'est sûr que surtout la première et la deuxième édition de Ravenloft sont beaucoup plus sympas, quoi. Par exemple, vous voyez, la carte, comment dire, de Ravenloft, elle est synthétique, elle est claire à lire, mais je trouve elle est pas sexy, quoi. Voilà. C'est... Donc, et il y a peut-être une petite dimension qui manque, qui était, on va dire, dans la précédente. Il y a un petit charme, une petite chose qui manque. Mais au moins, on avait tous les détails techniques pour pouvoir jouer dans Ravenloft en version 3.5. Et donc aussi, l'un de mes suppléments préférés, il y a également AEG, donc l'éditeur de L5R, de Légende des 5 Anneaux et de 7ème Mer, qui avait fait donc une série donc, de suppléments D20, donc le plus grand donjon du monde. En effet, c'est le cas. Donc voilà, un donjon à. Voilà, le bouquin fait 840 pages, quand même. J'ai jamais dépassé le premier niveau du donjon quand je l'ai fait jouer, c'est n'importe quoi. Voilà, avec son lot en plus, il était livré avec donc ses cartes, donc les 16, je crois que c'est 16 niveaux hein, qu'il y a dedans. Si mes souvenirs sont bons, 16 niveaux de cartes donc, qui permettent de faire aller vos personnages de niveau 1 jusqu'au niveau 20, hein, justement. Tac, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 13, 14, 15, oui c'est bien ça, 16 niveaux. 16 niveaux, et donc on va jusqu'au niveau 18. Oui, voilà, niveau 18. Franchement, il est très très bien fichu. Ils avaient fait un supplément aussi que j'ai manqué d'acheter à la bonne époque, et voilà, sur une ville aussi, la plus grande ville du monde, The World Greatest City, qui était excellent aussi. C'était vraiment une ville type, mais voilà, avec pléthore, qui était, on va dire, avant Ptolus, avant, on va dire, toute la hype, toute, on va dire, la concentration de la communauté autour du travail qui ont été faits sur Ptolus. Eh ben, il y avait The World Greatest City, qui est moins connu, mais qui pourtant aussi est tout un travail générique de description de ville, mais qui permet de jouer en fait dans cette ville en cadre urbain. Voilà. Et sinon faire un magnifique donjon. Très logique, en plus c'est un donjon vraiment cohérent, où voilà, on peut jouer de manière cohérente un donjon dont on va explorer tous les niveaux, donc jusqu'à plus soif. Voilà. Mais donc je voulais le souligner parce que c'est quand même un supplément que moi j'aime beaucoup, qui avait vraiment que j'ai tenté de faire plusieurs fois, mais j'ai jamais réussi à dépasser le niveau. Donc en plus d'ailleurs j'avais utilisé quel système pour le faire? C'était justement en système 3.0, hein. Je l'avais fait en système 3.0 à l'époque. C'est peut-être l'un des derniers que j'avais pu faire. Voilà. Eh ben je pense que j'ai fait le tour pour cette grosse vidéo de la semaine. Sur DD 3 et 3.5. Donc je ne suis pas un spécialiste optimisateur, voilà, j'ai été un peu MJ
surtout dans les univers liés évidemment à Donjons et Dragons, ce système-là, c'était celui que les joueurs, comment dire, avaient plébiscité, par exemple dans la campagne que j'ai faite en 2012, mais c'était dans mon univers, hein, que j'avais créé. D'ailleurs, c'était l'univers des Royaumes Fragments qui est lié à ma campagne de Rollmaster que j'avais développé au départ pour ça, et j'avais joué évidemment des donjons classiques pour tester la chose dans les années 2000. Et donc aussi le World Greatest Dungeon, là ça date de 2005 je crois, où je l'ai fait. C'est quand il est sorti en fait. Euh, Tout de suite je l'ai mis en place. Et donc, est-ce qu'il y a la date qui est marquée? Non, il n'y a toujours pas la date dans les crédits. C'est pénible hein, quand même. Et je crois qu'il doit dater c'est ça, hein, de 2004-2005 à peu près, parce que je l'ai joué quand il est sorti. Voilà, donc c'était Magna Magister pour la gamme Donjons et Dragons 3.0, 3.5, surtout on va dire les manuels techniques, les univers, ça sera à part. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre des pouces, des commentaires, de me dire ce que vous pensez de cette édition 3.5. Moi, je vous ai donné mon avis personnel. Je vous en ai donné les défauts et les qualités. Peut-être, on va dire que certains ne sont pas d'accord. Peut-être que certains trouvent que j'ai manqué peut-être de certains détails, de certaines précisions. N'hésitez pas à les rajouter en commentaire. C'est là pour ça aussi. Voilà, c'est un peu participatif en termes de communauté. Donc, il ne faut pas non plus se limiter. Voilà, je n'ai pas la science infuse, comme dirait l'autre, mais ça peut, comment dire, déjà vous donner un petit éclairage si vous cherchez quelque chose, si vous êtes toujours demandé ce que valait la 3 ou la 3.5, voilà, vous avez un petit avis sur la question et pouvoir faire la différence, vous, après, avec votre édition 5. Édition 5. Et je vous renvoie d'ailleurs à ma vidéo sur la 5, mais aussi la vidéo sur ADD2, enfin ADD 1 et 2, sur Donjons et Dragons, voilà, ça donne on va dire un panorama plus complet sur ce qu'est Donjons et Dragons, sans se prendre la tête, en disant juste, voilà, ce jeu est fait pour ça, ce jeu n'est pas fait pour ça. C'est toujours le principe sur la chaîne Tabula Rasa que de vous dire, voilà, ce jeu est fait pour telle personne, ce jeu, je vais pas dire ce jeu est nul, je vais vous dire ce jeu est fait pour une catégorie de personnes, et c'est ça que je pense que les gens apprécient justement dans ceux qui m'écoutent et pour lesquels ils me font justement des retours, c'est que voilà, j'ai pas d'avis. L'important c'est pas de faire de la, on va dire de la propagande, de la désinformation ou on va dire du dénigrement. C'est de présenter les choses de la manière la plus honnête possible sans être forcément objective et de vous permettre de vous faire votre avis vous personnel par rapport à mes arguments. Et vous avez le droit tout à fait de ne pas être d'accord. Il n'y a pas de problème. Hein, voilà. Pouce, abonnement, commentaires, n'hésitez pas. Voilà, c'était donc Magna Magister pour la première grosse vidéo de la semaine, Donjons et Dragons. Et je vous dis à plus pour de nouvelles aventures dans des donjons sombres et obscurs.